par ailleurs, il y a un ensemble de procédures que je vais vous proposer de mettre en place. Je préciserai ça tout à l'heure à la fin de cette espèce d'introduction, parce que je ne fais pas vraiment un cours aujourd'hui, je fais une simple introduction. Le cours commencera lundi prochain, après-demain. Enfin, après-demain. Voilà. Alors, nous sommes le 11 septembre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes 14 ans après ce qui s'est passé là, que vous voyez. C'était le début du XXIe siècle, qui commençait pas très bien. Et nous, aujourd'hui, nous vivons en 2015, 14 ans après ça, eh bien, ça va pas mieux. Ça va même plutôt beaucoup plus mal que déjà à cette époque-là, ça n'allait pas très bien, mais là, ça va nettement plus mal. Je ne vous dis pas ça pour vous rappeler simplement un élément majeur de l'histoire contemporaine, parce que le 11 septembre 2001 sera de toute certitude dans tous les manuels d'histoire, s'il y a des manuels d'histoire encore à l'avenir, même si j'insiste sur ce fait que ce qui s'est passé ce jour-là conditionne absolument tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris la crise de 2008, parce que le 11 septembre 2001 a provoqué toutes sortes de conséquences économiques, y compris la guerre de l'Irak, la deuxième guerre de l'Irak, enfin, il y a eu par réaction en chaîne toute une série de conséquences qui ont conduit à 2008. Alors je pense que 2008 aurait eu lieu de toute façon un jour ou l'autre, parce que le système financier était un peu problématique, mais ça a été en tout cas certainement, très très certainement accéléré par cet attentat. Et puis derrière, il y a eu toutes sortes de phénomènes, dont par exemple la migration en cours en Europe est un résultat aussi, puisque ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc., ce sont des conséquences directes de ce qui s'est passé ce jour-là. Si je vous en parle, cela dit, ce n'est pas parce que c'est un événement historique fondamental, mais c'est parce que ces images-là, qui sont des images de télévision, que je vous montre là en image fixe, elles ont tourné en boucle pendant plusieurs jours sur les télévisions du monde entier. Moi-même, j'étais en train de faire un cours ici, pas ce cours-là, mais un autre cours, au moment où a eu lieu cet attentat, et le secrétaire général de l'université de Compiègne est venu me chercher dans la salle pour me dire « Viens dans le bureau, je vais te montrer quelque chose ». Et j'ai regardé ces images devant le président du TC qui s'appelait François Pécou. Et nous nous sommes dit que tout ça allait engendrer, là vous voyez un avion qui est en train de foncer dans la tour, et qui arrive là, ça allait engendrer quelque chose que vous pouvez regarder si vous tenez à voir ces images, elles sont en ligne sur YouTube. Voilà. Je ne vous dis pas qu'il faut les regarder, parce que c'est du spectaculaire, pas forcément très simple, mais en même temps, ce sont des images très importantes. Je vais vous en parler parce que c'est un cours, ce que je vais vous faire là, sur les images, et sur les images animées, sonores et temporelles. Il se trouve que cette superproduction télévisuelle, comme l'a appelé Jean Baudrillard, il a dit ça à propos du 11 septembre, c'est une superproduction audiovisuelle, a été programmée et orchestrée par Oussama Ben Laden, qui avait une intelligence très grande des médias. Il a su les utiliser parfaitement bien. Ce n'est pas lui qui a réalisé les images, il a laissé les agences de presse occidentales réaliser les images et les disséminer. Ce que je veux dire, c'est que les images animées que vous verrez si vous allez sur YouTube, celles-ci, elles faisaient partie de l'événement. L'événement, ce n'était pas simplement 2 avions sont rentrés dans le World Trade Center, on fait 3000 et quelques morts, avec des gens qui les pilotaient, qui se sont donc suicidés. Eux ne disent pas qu'ils se sont suicidés, ils disent qu'ils se sont sacrifiés, parce qu'ils ont écrit sur ce qu'ils allaient faire avant, donc on sait ce qu'ils disaient. Ce que je dis, donc, ces images, c'est que ces images font partie de l'événement, sinon il n'aurait pas été cet événement-là. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de télévision, cet événement n'aurait pas été un événement, en fait. Si, ça aurait été un fait divers, ce qu'on appelle un fait divers. Mais aujourd'hui, ces images continuent à avoir de l'effet. Et cet effet, c'est par exemple Daesh en Syrie, et Daesh, lui-même ou elle-même, je ne sais pas comment on dit, disons ce qu'on appelle l'État islamique, utilise les images, pas simplement des télévisions, mais maintenant des réseaux sociaux, etc., etc. Tout ce que je vous dis là consiste à vous dire que ce qui se passe au début du XXIe siècle, parce que ça c'est le début du XXIe siècle, à proprement parler, eh bien en fait c'est le point d'aboutissement de ce qui en réalité a commencé au XXe siècle et qui s'est mis au service de quoi?
Pourquoi se sont développés les réseaux d'images? Pour vendre des iPhones. Ça, c'est la queue qu'il y a dans une ville d'Inde, en Inde, pour acheter l'iPhone 6. Ça, c'est la queue qu'il y a à Londres, également pour acheter l'iPhone 6. L'iPhone 6, que j'ai vu d'ailleurs moi-même mis en vente à Hong Kong. J'étais à Hong Kong au moment où il a été rendu accessible, et il y avait une queue de peut-être 500 mètres. Des milliers de gens qui attendaient pour acheter leur iPhone 6, ce qui est absolument grotesque. Vous comprenez bien que c'est complètement ridicule. À quoi ça sert de faire la queue pour acheter un iPhone 6? Alors, il suffit d'aller l'acheter le lendemain. C'est comme ça parce qu'il y a des campagnes publicitaires qui relèvent de ce qu'on appelle le marketing, qui sont très bien faites et qui en plus ont présenté l'iPhone 6 comme un écran où on pouvait voir des images. Et pas simplement comme un smartphone ou un téléphone, mais comme un nouvel écran, on peut dire, de télévision. Et ces campagnes télévisuelles qui ont été faites pour lancer l'iPhone 6, et avant l'iPhone 6, l'iPhone 5, et puis au début l'iPhone tout court, ça c'est la campagne de lancement de l'iPhone tout court, elles ont été d'abord préparées par des campagnes d'images fixes, qui sont de superbes images. Ça c'est une formidable image de l'iPhone, que vous avez trouvée dans des tas de magazines. Elle a circulé énormément. Alors, voilà, nous allons parler dans ce cours qui s'appelle Phénoménologie des objets temporels audiovisuels, de toutes sortes de questions à l'horizon desquelles se trouvent les problèmes que je viens de vous indiquer. Par exemple, il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a des choses beaucoup plus comment dire, séduisantes et enthousiasmantes même. Mais il y a aussi cela, et il faut le savoir, c'est fondamental. Je ne vais pas aujourd'hui vous expliquer ce que je dirais dans ce cours, quels sont par exemple, qu'est-ce qu'il faut entendre par phénoménologie, par objet temporel, par objet audiovisuel. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai lundi. Là, je vais vous faire simplement une introduction et une contextualisation de ce que je vais vous dire dans les 16 séances de cours qui vont suivre. Avant de faire cette introduction, je voudrais vous dire également que ces objets temporels audiovisuels dont je vais vous parler, les émissions de télévision, les émissions de radio, mais surtout les films, parce que je vais surtout faire un cours sur le cinéma. Les grands objets temporels audiovisuels, ce sont les films de cinéma, et ce qui m'intéresse surtout, c'est le cinéma dans ce cours-là, et je pense que vous aussi. Beaucoup m'ont écrit en me disant « je suis cinéphile », etc. Et c'est très bien. On verra d'ailleurs que beaucoup de cinéastes luttent contre les images audiovisuelles, contre les images de télévision, contre les mauvais effets de toutes ces images. On le verra en détail. Je vais vous en parler aussi dans la perspective où, comme je disais un peu tout à l'heure avant d'avoir démarré la caméra, je fais des images moi-même ici. Mon cours est enregistré, il est filmé, et il va permettre, cet enregistrement de mon propre cours, de réaliser à travers ce que, à l'IRI, voici la page de présentation de l'IRI, c'est l'institut où je travaille et que je dirige, ça s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation. Je prends toujours des stagiaires de l'UTC, donc s'il y en a que ça intéresse, qu'ils le sachent. À l'IRI, nous disons que les objets temporels audiovisuels que sont les émissions de télé, les films, les émissions de radio, etc., eh bien, aujourd'hui, avec la numérisation, avec les objets temporels audiovisuels numériques, on voit apparaître quelque chose de nouveau que j'appelle des objets spatio-temporels. En voilà un. Ça, c'est le cours que j'ai fait l'année dernière. Et c'est le cours que j'ai fait au printemps dernier, pour être plus précis. C'est le cours IC01, que je vais refaire d'ailleurs au printemps prochain. Et comme vous le voyez, ce cours en ligne, eh bien, il est annoté par les étudiants. Est-ce que vous voyez en dessous, c'est les prises de notes des étudiants. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un objet spatio-temporel? C'est parce que vous pouvez le considérer comme un objet temporel en cliquant sur le bouton avancé. Mais si vous faites pause, vous pouvez regarder l'espace des annotations. Et ce que vous regardiez plutôt comme une sorte de film ou d'émission, d'un seul coup, vous regardez plutôt comme un livre, c'est-à-dire un objet spatial. Un objet spatial, c'est un livre, par exemple. Parce que le livre, il est constitué uniquement par sa spatialité, par son volume. D'ailleurs, on appelle un livre aussi un volume. Les objets spatio-temporels sont une nouvelle génération d'objets temporels audiovisuels, et je soutiens qu'à l'avenir, ils constitueront des supports de savoir extrêmement importants, en particulier dans les universités. Et c'est pour ça que j'essaye d'en faire un,
C'est pas le premier, j'en ai fait déjà pas mal, dans d'autres lieux que l'UTC. Et ils sont en ligne sur un site qui, si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter, il s'appelle pharmacon.fr. Pharmacon s'écrit avec PH comme pharmacie avec un K, K-O-N, c'est du grec. Je vous en reparlerai du pharmacon au sens grec. Alors, je ne vais pas vous reparler de tout cela tout de suite, j'y reviendrai tout à l'heure, mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce dont je vais vous parler dans ce cours, ça commence en 1895. Ça commence là, ça c'est un théâtre qui est en train de se transformer en salle de cinéma. Il appartient aux Frères Lumière. C'est là que les Frères Lumière ont projeté des films, les premiers films, donc en 1895. Un qui est moins connu que l'autre, mais qui est le premier, c'est La sortie des usines Lumière, filmé donc par les Frères Lumière. Si vous voulez le regarder, c'est très facile. Vous tapez sur YouTube, enfin YouTube ou ailleurs, il n'y a pas que YouTube, il y a aussi le site français de vidéo, Dailymotion. Vous allez chercher sortie des usines Lumière, premier enregistrement de cinéma, et vous tomberez dessus. Vous pourrez le regarder tranquillement, vous verrez, c'est très court. C'est aussi très touchant, très émouvant. C'est la première fois que sont filmés des gens en mouvement. Ce film est moins connu que celui-ci. Ça, c'est... Quelqu'un connaît? Allez. C'est l'entrée en gare de La Ciotat. Voilà. À La Ciotat, c'est à côté de Marseille, entre Marseille et Toulon. Et donc les Frères Lumière ont filmé l'entrée du train en gare de La Ciotat et ensuite ils l'ont projeté. Bon, on a raconté que les gens s'étaient levés, ils avaient eu peur de la locomotive, qu'ils s'étaient sauvés, c'est paraît-il pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'ils se sont sentis très mal, ils ont été très très inquiets. Et je vous en reparlerai d'ailleurs, parce que je vous parlerai aussi d'une expérience qu'a faite un anthropologue qui s'appelle Ombredan, qui est allé en Afrique, qui a filmé des gens en Afrique tout début du XXe siècle, et qui leur a montré le film, et les gens devenaient fous, quoi. Bon. Je vous reparlerai de tout ça, on en fera un petit sujet d'analyse dans les 2 premiers cours prochains. Quoi qu'il en soit, donc en 1895 apparaît le cinéma dans ses premières formes. D'ailleurs, la caméra de cinéma est à la fois le projecteur à cette époque-là, tout comme d'ailleurs le phonographe est à la fois le système d'enregistrement à l'époque de Thomas Edison en 1877, c'est-à-dire 18 ans plus tôt. Rapidement, ça va donner ça, que vous connaissez peut-être, même si c'est en train de disparaître, parce que les projecteurs sont en train de disparaître. La plupart des salles de cinéma maintenant n'ont plus de projecteurs celluloïdes, ce sont des projecteurs numériques, de ce type-là, mais beaucoup plus puissants et avec des câbles à très 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 haut débit pour transmettre des fichiers de très très gros volume sur des liaisons spécialisées. Je ne vais pas rentrer là-dedans, il faut savoir ça quand même, c'est très important. Mais pendant un siècle, ce qui a servi à projeter des films, c'est ça, c'est ce projecteur. Ça, c'est un projecteur 16 mm, mais un projecteur 35 mm, c'est beaucoup plus gros. Je vous en montrerai d'autres à l'avenir. Donc ça, c'est, disons, des années 1910, 1920. Donc, on voit commencer à apparaître ce genre de matériel et de salles de cinéma. Ça, c'est pas une salle de cinéma à proprement parler, c'est du cinéma en plein air, je crois. Et puis, dans les années 15 ans plus tard, à peu près, apparaît la radio. Ça, c'est la radio à galène. C'est le tout début de la radio. C'est en 1923 qu'elle commence à diffuser ce qu'on appelle des programmes audiovisuels. Donc, je viens d'employer le mot audiovisuel, ce qu'on appelle un programme audiovisuel. J'ai été moi-même directeur de l'Institut national de l'audiovisuel, que vous connaissez peut-être parce qu'on y trouve des archives, beaucoup. Ce qu'on appelle l'audiovisuel, ce sont les industries du cinéma, de la radio et de la télévision. Il y a des gens qui disent non, pas le cinéma, l'audiovisuel c'est uniquement la radio et la télévision, c'est-à-dire c'est des trucs strictement, uniquement commerciaux. Le cinéma c'est un art, etc. Bon, laissons de côté ce problème, quoi qu'il en soit, avec la radio qui commence à émettre en France de façon civile en 1923, parce qu'avant il y a une radio militaire qui naît pendant la Première Guerre mondiale. Avec la radio apparaissent ce qu'on appelle les grilles de programmes, et les grilles de programmes commencent à constituer ce qu'on appelle des audiences, c'est-à-dire des publics qui écoutent. Par exemple, là vous voyez une mère et ses enfants qui écoutent une émission de radio qui doit être un feuilleton ou un truc de ce genre-là. J'en ai beaucoup écouté moi-même, quand j'étais gamin, ça existait encore. Aujourd'hui ça n'existe plus, mais quand j'étais gamin, la famille Fenouillard, par exemple, était un fameux feuilleton, très connu, de radio.
À la fin des années 40, tout début des années 50, la télévision française est créée en 1947, mais elle commence à vraiment fonctionner en 1950, apparaît donc la première télévision, par Marconi, qui est le nom d'un inventeur, de quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'invention des téléviseurs et des radios. La télévision, de 1950 à 1980, devient une puissance énorme et constitue, ça commence à me fatiguer ce truc-là, excusez-moi, je vais couper mon email, voilà. Donc la télévision devient dans les années 70-80 une puissance colossale avec un réseau mondial. Ça c'est un relais hertzien, vous connaissez les relais hertziens, il y en a un à 25 km d'ici à Saint-Just-en-Chaussée. Mon père a été le responsable des relais hertziens à une époque à la télévision. Et ça c'est ce que Oussama Ben Laden va exploiter parfaitement. Il va exploiter ça en sachant que ces relais hertziens sont eux-mêmes relayés par des satellites, qu'on peut synchroniser absolument toute l'information au niveau planétaire, que donc toutes les télévisions du monde peuvent au même moment diffuser la même image, et l'image donc du World Trade Center en feu sera largement diffusée, et il aura réussi son coup comme cela. Tout ça sont des choses dont je parle très en détail dans IC01, l'autre UV que j'enseigne à l'UTC, au printemps, qui est une UV qui est consacrée à l'étude des industries culturelles et des industries numériques aujourd'hui. Cette UV que j'ai enseignée l'année dernière, je l'ai enregistrée, cette année je l'enseignerai aussi, mais je serai avec vous dans la salle si vous suivez cette UV, et on regardera ensemble le film. C'est-à-dire que je ne l'enseignerai plus, sauf pour rajouter les choses nouvelles qui seront passées depuis un an, parce que dans le monde du numérique, il se passe énormément de choses en un an, donc il faut refaire le cours régulièrement, disons le compléter. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Alors, nous allons, nous, essayer de comprendre ce que sont les effets de l'audiovisuel sur la société, notamment du cinéma, et pas simplement sur la société, mais sur la pensée. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, comment le cinéma a des effets sur notre manière de penser, comment nous modifions nos façons de penser avec le cinéma, et après le cinéma avec la télévision, et aujourd'hui avec l'audiovisuel numérique, car je vais aussi vous parler un tout petit peu du numérique. Je dis un tout petit peu parce que j'en parlerai surtout par la pratique, puisque je vais vous proposer de pratiquer le numérique avec moi dans cette UV. Avant de vous parler de ça un tout petit peu plus en détail, je vous signale que nous allons étudier ce film, pour commencer, qui s'appelle Intervista de Federico Fellini, qui a été écrit et réalisé en 1987, et pour lequel j'aimerais que deux d'entre vous se proposent de le regarder ce week-end et d'en présenter un résumé lundi, après-demain, enfin dans 2 jours, en 3 jours. Je vous demande ça, d'habitude je laisse un petit peu plus de temps, mais étant donné que je vais enseigner un peu à distance, surtout au début de l'UV en fait, parce que je pars aux États-Unis dans 2 semaines, donc je ne vais faire que 2 cours, lundi prochain et le lundi d'après. Ensuite, je serai absent. Ça veut dire qu'il faut que les TD démarrent assez tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'appuie mes cours sur les TD. C'est-à-dire que mes cours, je les fais à partir de ce qu'on a étudié dans les TD, à partir des films qu'on a regardés en TD. D'accord ? Donc, j'aimerais bien que 2 d'entre vous se proposent pour faire une espèce de présentation de ce film, de ce qu'ils en auront compris, pensé. Je dirai tout à l'heure comment. Et ensuite, il y aura d'autres films, évidemment, dont je vais vous parler dans un instant. J'aimerais aussi d'ailleurs qu'un étudiant ou une étudiante se propose, pour les prochains cours, pour s'occuper de la caméra. Non pas pour l'installer, ça je m'en occuperai, mais pour la déclencher. Et j'ai oublié de faire quelque chose de très important, là, maintenant, que j'ai oublié de vous dire. C'est pourtant écrit dans mon papier, mais je ne regarde jamais ce que j'écris, donc voilà le résultat. J'aurais dû faire un clap avant de commencer. J'aurais dû faire un clap parce que si j'avais fait un clap, j'aurais pu vous dire ensuite ce que j'allais vous demander, que j'ai oublié de vous demander. Prenez des notes par rapport à ce que je dis. Et quand vous prenez des notes, ça je vous demande à tous mes étudiants de prendre des notes, hein, que ce soit filmé ou pas,
parce que c'est très important. Quand vous prenez des notes en écoutant quelqu'un, vous structurez votre écoute et vous construisez votre attention. Vous êtes déjà en train de, de, de réviser presque. Pas de réviser, c'est un petit peu idiot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas dans une attitude simplement passive, vous êtes déjà en train de construire votre écoute, voilà, en prenant des notes. Et d'ailleurs, plus vous en prendrez des notes, plus vous saurez en prendre, parce qu'il y a un art de prendre des notes. Les gens qui sont très 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 efficaces dans les études sont des gens qui savent prendre des notes de manière très, très, très efficace. Quoi qu'il en soit, je vais vous demander de prendre des notes, et ce que je vais vous demander, pas pour aujourd'hui parce que j'ai oublié de lancer le timecode, mais lundi prochain, je vous demanderai, et si je ne vous le demande pas, demandez-le moi, je vous demanderai de sortir vos smartphones ou vos ordinateurs ou quelque chose de ce genre, c'est-à-dire quelque chose comme un chronomètre, que je vous demanderai de déclencher. Si vous avez un appareil de ce genre-là, vous avez un chronomètre sur l'appareil, c'est une fonction standard de tous les smartphones, et je vous demanderai au moment du clap de déclencher votre chronomètre. Pourquoi? Parce que je vous demanderai aussi, pendant que vous prenez des notes, régulièrement de prendre le timecode des notes que vous prenez. De noter, on est à la 15e minute 30 secondes du cours de Stigler. Parce que ça vous permettra ensuite de reporter vos notes sur la plateforme que je vous ai présentée tout à l'heure. Pour le moment, on fonctionne comme ça. J'espère que l'année prochaine, j'aurai un système qui vous donnera le timecode automatiquement. Voilà. En fait, ce n'est pas compliqué, j'aurais pu le mettre même tout de suite sur l'écran, mais ça abîme l'image. Et je vais essayer de trouver un système, disons, assez économique, pour que, par exemple, vous puissiez prendre vos notes sur des ordinateurs et qu'il y ait un timecode qui se déclenche et qui classe vos notes temporellement, automatiquement. Voilà. Mais ça, on n'en est pas là pour le moment. Je ferme cette parenthèse. Donc si quelqu'un veut bien se proposer pour s'occuper de la caméra la prochaine fois, ça serait bien. Il suffit d'appuyer sur un bouton, de regarder si tout fonctionne bien, s'il y a du son, et éventuellement de mettre un écouteur pour écouter le son. Même si je fais un enregistrement de son de sauvegarde en même temps. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui sur l'introduction de cette UV, parce que si je devais en dire plus, il me faudrait 1 heure, et je n'ai pas 1 heure, parce qu'il faut que je prenne un train, et vous-même n'avez pas 1 heure non plus. Mais en revanche, je vais vous parler un petit peu des outils que je vais vous proposer d'utiliser dans ce cours. Ce qui d'ailleurs n'est pas une obligation, je tiens à vous le préciser. Je vais vous proposer d'utiliser des outils et pour analyser les films, et pour recueillir vos notes et les partager, mais je ne vous y oblige pas. Je ne vous y oblige pas parce que si je devais vous y obliger, il faudrait que je sois passé devant le CEVU et que je l'ai inscrit dans la loi de mon UV et que ce soit acté par le conseil de la vie universitaire. Je n'ai pas eu le temps de le faire, et ces trucs administratifs me cassent les pieds, mais bon, il va bien falloir que je le fasse un jour. Mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que, pour le moment, je fais cela d'une manière qui n'est pas encore routinisée, comme on dit. Ce n'est pas un fonctionnement standard, ce n'est pas industriel, si vous préférez. Donc, je n'impose pas aux étudiants qui suivent ces UV dans ces conditions-là de se livrer à un certain nombre de choses, mais je vous le recommande vivement, parce que je pense qu'en soi, c'est très intéressant, et qu'à mon avis, vous apprendrez beaucoup mieux cette UV, par ailleurs, en pratiquant comme je vais vous le dire. Bon, ayant dit cela, on va utiliser dans cette UV, pour les TD et les présentations de films, cette plateforme, qui est ligne de temps. C'est la même plateforme que tout à l'heure, mais pas utilisée du tout de la même manière. Alors quand je dis on va utiliser, d'abord je ne demande pas à ceux qui vont faire le film de Fellini lundi prochain de faire comme ça, parce qu'il n'y a pas assez de temps et il faut quand même s'approprier un petit peu le logiciel. C'est pas compliqué du tout, surtout pour des ingénieurs, mais en même temps il faut quand même le prendre en main, comme tout logiciel. Voilà. Et donc là pour lundi prochain, je pense que ce serait inutile, parce qu'il faut un peu de recul en plus. Voilà. En revanche, pour les films d'après, pour ceux qui veulent le faire, parce que si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez faire autrement, mais pour ceux qui veulent le faire, je leur propose d'utiliser ce logiciel qui permet d'annoter un film, en fait. Là, vous voyez un film qui est dans la petite vignette vidéo, c'est un film d'Abbas Kiarostami, c'est un très grand film qu'on va d'ailleurs étudier dans cette UV, qui s'appelle Close Up, et sur lequel j'écris un livre depuis très longtemps, et que j'ai analysé, que j'ai commencé à analyser avec ce logiciel,
qui me permet, là, vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre en fait. Ici, ce que vous voyez, c'est le scénario qui se déroule. Et là, vous avez, alors pas là, parce que ça c'est uniquement une ligne de référence, mais là vous avez la première scène, c'est un journaliste qui couvre l'arrestation d'une personne. Deuxième scène, c'est Abbas Kiarostami, l'auteur, qui interviewe la personne qui a été arrêtée. Troisième scène, c'est Kiarostami qui interviewe, etc. Je ne vais pas vous décrire le truc. On pourrait presque dire que c'est un chapitrage de DVD. Hein. Ça ressemble à ça. La seule différence, c'est que là, vous voyez le chapitrage, vous voyez la durée des chapitres. Vous avez un titre des séquences en synoptique. Vous voyez tout d'un seul coup. À la différence du cinéma. Au cinéma, vous ne voyez pas tout d'un seul coup. Pour pouvoir voir la deuxième scène, il faut que la première scène ait disparu, bien entendu. Donc, c'est ça qu'on appelle un objet temporel. Un objet temporel, c'est un objet qui n'apparaît qu'à la condition de disparaître. Il faut qu'il disparaisse pour pouvoir apparaître. Il faut que la scène précédente disparaisse pour laisser apparaître la scène suivante. Et quand vous êtes au cinéma, vous ne connaissez pas la fin, évidemment. Vous n'avez pas une vision synoptique du film. Par contre, le cinéaste, lui, il a un découpage technique, comme on l'appelle, il fait des storyboards, etc. Lui, il a une vision synoptique du film, parce que sinon, il ne pourrait pas faire son film. Enfin, disons qu'il a une vision synoptique, qu'il corrige à mesure de la prise de vue, d'ailleurs, en général, mais il a une vision, une compréhension de ce qu'il veut faire, parce que sinon, il n'arriverait pas à gérer son budget, il exploserait les coûts et il se ferait jeter par le producteur. Ce qui est un problème qu'on verra dans Intervista, d'ailleurs, dès lundi. Alors, ligne de temps, c'est un logiciel qui permet d'annoter à la main des films. Alors, il y a quelque chose qui se produit de manière tout à fait automatique, c'est ça. Ça, c'est la reconnaissance automatique des changements de plan, c'est tout. Il y a un algorithme qui analyse les changements de plan et qui vous permet donc de... vous voyez là qu'il y a un grand plan, qui est un plan séquence, qui est là, d'accord ? Et vous avez peut-être remarqué qu'il est parfaitement au milieu du film. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ça, c'est des copies d'écran que j'ai produits en utilisant le logiciel. Je suis en train, là, de lister les personnages. Donc, je suis en train de faire une liste de tous les personnages à l'écran, et avec chaque personnage, je vais créer une ligne de temps. Donc, je vais, sur cette ligne de temps, montrer tous les plans où le personnage est à l'image. D'accord ? C'est très intéressant parce qu'évidemment, je vais voir des choses en faisant ça, en multipliant ce genre de choses, c'est la même chose, excusez-moi. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à construire une analyse du film qui va me permettre alors, de décrire par exemple ce que fait un personnage plus en détail avec une liste d'actions, etc., etc. Ça, c'est typiquement l'analyse du film personnage par personnage. Vous voyez là la liste des personnages à proprement parler. Et là, ça se poursuit et ça s'enrichit puisque j'ajoute à ces analyses de personnages, je commence à construire des analyses de séquences. Donc avec un certain nombre de plans, je fabrique des séquences. Ok ? Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Arrivant à la fin du film, j'ai reconstitué à peu près l'histoire du film. C'est intéressant pour vous parce que si vous faites comme ça, ce que je ne vous propose pas de faire pour le film de lundi prochain, eh bien, vous avez, en prenant des notes sur le film, si vous les prenez directement là-dessus, ou d'abord sur du papier et qu'ensuite vous les reportez, vous allez faire apparaître la structure du film, en fait. Et vous pouvez faire varier les vues, c'est-à-dire que vous pouvez regarder le film à travers les séquences, à travers les personnages, à travers le type de décor, à travers toutes sortes de critères. Voilà. Et en fait, les critères, vous pouvez en créer autant que vous voulez, parce que le système, c'est un système qui gère des lignes de temps, des segments, qui s'inscrivent sur des lignes de temps, mais vous pouvez leur donner n'importe quel statut à ces lignes de temps. Donc vous avez toute liberté de faire ce que vous voulez avec le logiciel. Alors ce logiciel que nous avons conçu à l'IRI il y a 10 ans pour faire l'analyse de films, et qui est aujourd'hui utilisé dans un certain nombre d'universités en France et un petit peu partout dans le monde, il est aussi à la base de ce que vous voyez là. Ça c'est le cours que j'ai enregistré l'année dernière, donc c'est le cours IC01, et ça, ce sont les tags qui ont été apportés par tous les étudiants qui ont pris des notes et qui ont transféré leurs notes à partir du timecode. D'accord ? Pourquoi est-ce que je demande aux étudiants de faire ça ? Et que veulent dire les différentes couleurs de ces tags ? Puisqu'il y en a qui sont en vert, d'autres qui sont en bleu, d'autres qui sont en rouge. En vert, vous avez des éléments de compréhension. Par exemple, ici, un étudiant qui s'est pris un pseudo qui est Tsan Vien, à noter en vert, c'est un tag vert là, ce que vous voyez, la bêtise,
Ce qui règne n'est plus le savoir, mais la bêtise préconisée. Il a d'ailleurs mal compris, ou elle a mal compris, parce que ce n'est pas de bêtise préconisée, c'est une traduction de functional stupidity, c'est la bêtise fonctionnelle ou la bêtise systémique. C'est un cours que je faisais sur un article du journal Le Management de Londres qui expliquait que maintenant on gère essentiellement les grands fonds financiers par la bêtise. C'est une théorie du management, comment manager par la bêtise. Donc j'essayais d'expliquer l'année dernière dans ce cours que les industries culturelles ont instauré une espèce de bêtise systémique qui rend les gens totalement mimétiques, qui imitent de plus en plus les autres, qui deviennent de plus en plus bêtes. Ça s'est appelé le temps de cerveau disponible, la fameuse histoire qu'a lancé Patrick Lelay. Et il y a donc 2 ans, un article d'une revue très très sérieuse de management a dit voilà, c'est aujourd'hui une méthode de management. Et maintenant, ce qu'on voit régner, ce n'est pas simplement la bêtise systémique, c'est la folie systémique. Parce que ce qui se passe en ce moment au niveau du terrorisme, de ce qu'on appelle le terrorisme, etc., ça fait partie, à mon avis, d'un devenir un peu fou des individus. Mais quoi qu'il en soit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un segment vert, là, ce que vous voyez ici, c'est ce segment qui est là, d'accord, qui a été pris par cet étudiant Tan Bien. Je ne sais pas qui c'est exactement. Vous voyez, quand vous créez un segment vert comme ça, vous pouvez ensuite le décrire. Le web n'est plus... Non, je vous dis une bêtise. C'est ça qu'il faut lire. Donc, vous pouvez lire ce qui est dedans. C'est ce que j'appelle un élément de compréhension. C'est-à-dire, c'est ce que l'étudiant résume de ce que j'ai dit pendant quelques minutes, sous la forme d'une phrase ou de 2 ou 3 phrases, qui est un élément de compréhension. Voilà ce qu'il faut que je retienne de ce que j'ai retenu du cours de Stigler ce jour-là. D'accord ? Et ça, c'est ce que nous transcodons à partir de vos prises de notes, de ce que vous allez transcoder dans un surlignage en vert. Il y a des surlignages en rouge. Ça, c'est un autre étudiant, Harry Creux, qui écrit la bêtise généralisée, the functional stupidity. Ce n'est pas le savoir ni la connaissance qui règne, mais la bêtise. Et pourquoi est-ce qu'il a noté en rouge ? Eh bien, parce que ce qu'on note en rouge, c'est ce qui est troublant. Pour moi, un bon cours, ça doit troubler l'étudiant. Je parle d'un cours qui enseigne du savoir. Pas d'un cours qui enseigne des méthodes ou des compétences. Ce n'est pas la même chose. Le savoir, la physique par exemple, les mathématiques, la philosophie, ce sont des connaissances qui doivent vous troubler. Et pour moi, un bon prof doit être troublant et être lui-même troublé par ce qu'il enseigne. Si ça ne le trouble pas, si ça ne lui fait rien, si ça ne le met pas un peu en question, ce savoir, eh bien, il ne l'enseigne pas bien. En particulier dans une université, parce que dans une université, en principe, un prof est aussi un chercheur. Il y a des tas de profs qui ne sont pas chercheurs, mais ils n'ont rien à faire dans une université. Normalement, on devrait les foutre dehors. Un prof d'université, c'est quelqu'un qui crée des nouvelles formes de savoir, qui cherche des nouveaux théorèmes en maths, de nouvelles possibilités à la physique, etc., etc. Et un philosophe, il cherche à créer des... C'est pas simplement un historien de la philosophie, mais c'est quelqu'un qui essaye de penser son époque. Et donc, il est troublé, bien entendu, parce que si le prof qui fait de la recherche enseigne sa recherche le trouble. C'est-à-dire il se pose des questions. Il doit transmettre ça à ses étudiants. Et c'est pour ça que parmi les protocoles de partage de notes, il y a cette catégorie en rouge que nous appelons le trouble ou encore la surpréhension. C'est là où on n'est pas dans la compréhension, mais dans la surpréhension, au sens où on est surpris, ou aussi on est un peu dépassé, overprehension en anglais. On est un peu dépassé. On est un peu dépassé, du coup on peut ne pas comprendre, c'est-à-dire on peut dire je ne comprends pas ce que raconte le prof, donc je note en rouge, je ne comprends pas. Allez, il a dit ça mais je n'ai pas compris. J'ai bien compris que c'était important mais je n'ai pas compris. Ça peut être l'occasion de poser une question au prof ou de réfléchir, etc., etc., pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis, à partir de là, on peut engendrer des mots-clés. Les mots-clés, eh bien, ils ne sont pas sur la ligne de temps, ils indexent les segments de la ligne de temps. Et en fait, on les appelle tags jaunes, mais en fait, le jaune n'apparaît pas en tant que tel. Alors, qu'est-ce que c'est que les mots-clés ? Eh bien, c'est ce que vous implantez sur vos notes quand vous les avez relues. Vous allez, sur certaines notes, dire ça c'est une note importante, je mets un mot-clé. Et vous allez gérer une liste de mots-clés. Si vous faites ça, vous allez construire votre lecture du cours, qui dure quand même 3 mois, et ça vous permettra, après, de nager comme un poisson dans l'eau, dans le cours, et donc, au moment de l'examen, d'être extrêmement à l'aise. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de constater que vous n'allez pas prendre les mêmes mots-clés que vos voisins. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ensuite, vous confrontiez vos mots-clés. Vous confrontiez vos mots-clés pour essayer de les faire se rapprocher et de négocier, en fait, une liste commune de mots-clés
pour certains d'entre vous qui seront d'accord, et d'autres qui ne seront pas d'accord, diront pas du tout, on n'a pas compris du tout ça comme ça, on aura une autre liste de mots-clés. Et ça permettra éventuellement ensuite d'éditorialiser le cours avec des visions du cours un peu alternatives, un peu différentes. Et ça permettra de transformer le cours en une base de données navigable où vous pourrez poser des requêtes sur un système qui n'est pas YouTube mais qui s'appuie dessus et qui vous permet à ce moment-là de réviser un cours en naviguant à travers des notions, par exemple la notion de rétention primaire dont je vais vous parler dès lundi prochain. Voilà ce dont il s'agit de parler. Avec des segments bleus dont je ne vous ai pas parlé, ces segments bleus, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos commentaires. C'est-à-dire que le prof a dit ça, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que par ailleurs, ce qui m'a surpris, que je n'ai pas compris éventuellement, qui me dépasse, qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui. Mais vous pouvez évidemment y ajouter des commentaires, soit des observations, des critiques de ce que vous entendez, ou des développements que ça vous en a pensé, ou encore des questions que vous voulez poser, ou des références, etc. etc. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc on appliquera tout cela dans les semaines qui viennent. Maintenant je vais m'arrêter parce que j'ai besoin d'attraper un train qui est à 15h37, donc je ne vais pas continuer beaucoup plus longtemps. Mais évidemment on a un petit peu de temps pour discuter d'une part, et d'autre part j'ai besoin de vous demander... Alors, de demander à deux étudiants de se proposer pour le premier film, Intervista. C'est un film très important parce que, en fait, il va revenir régulièrement dans le cours. Donc, voilà, qui est le candidat pour faire ça? C'est pas très compliqué, il faut le regarder ce soir ou demain matin, chacun de son côté, puis ensuite en discuter un peu, puis ensuite essayer d'en proposer une présentation. Qu'est-ce que j'appelle une présentation? Eh bien, ça consiste, une présentation, à résumer un peu le film. Si le film fait 1h30, ce qui était autrefois la moyenne des films, maintenant ils sont parfois un peu plus longs. Celui-ci fait 1h53, donc presque 2 heures. Ça consiste à le présenter sous une forme réduite, avec une vingtaine de minutes d'extrait, en fait. Ça consiste en quelque sorte à faire une super bande-annonce intelligente, voilà. Mais c'est pas seulement ça, hein. À sélectionner des scènes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le film et qu'est-ce qui est intéressant dans le film. Pourquoi le film est intéressant et pourquoi je l'ai présenté, pourquoi je vous ai demandé de le regarder. Voilà. Dans certains de ces films, pas dans tous, mais dans certains des films que je vous présente, il y a des moments où dans le film il se passe quelque chose qui est, je dirais, le point pivot du film. Là où le film produit quelque chose qui serait ce que j'appelais tout à l'heure une surpréhension, d'ailleurs, un trouble. Voilà. Et pour moi, l'enjeu de l'analyse de ces films-là, c'est surtout de comprendre ce point de pivot et à partir de là, de comprendre le mécanisme, si je puis dire, émotionnel du film. Émotionnel ne voulant pas dire forcément larmoyant ou s'esclaffant, parce qu'il y a des émotions qui ne sont ni des larmes ni des rires, qui sont par exemple des méditations, ou des états un peu spécifiques, voilà, la peur aussi, etc. Mais, ou la réflexion, tout simplement. Et donc voilà, c'est ce que j'attends d'un film, mais vous verrez progressivement comment ça prend forme, ce genre de choses. Quand je dis que c'est ce que j'attends, ça veut dire qu'il faut que vous utilisiez un logiciel pour... en général, avec les lecteurs de DVD aujourd'hui, c'est inclus plus ou moins dans les lecteurs de DVD, pour faire un bout à bout de plans que vous avez sélectionnés et les jouer et commenter ce que vous jouez. C'est-à-dire que ce que j'attends d'un exposé, qui doit faire 3/4 d'heure, 1 heure, éventuellement un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, c'est donc de présenter les images et d'expliquer un petit peu ce que vous avez vu dans ces images, pourquoi vous avez sélectionné ces images, et ce que vous percevez du film. Voilà. Qui est partant pour ça? Bravo, c'est bien, je vous félicite. Donc je vous le fais passer. Merci beaucoup. Je vais vous demander, si vous voulez bien, me noter vos noms sur un petit bout de papier. Je vais vous donner mon email, mais vous l'avez de toute façon, stigler@utc.fr, donc vous pouvez m'écrire. C'est aussi Bernard Stigler @centrepompidou, toutattaché.fr.
Je crois que tous les messages UTC arrivent au centre Pompidou, mais voilà. Je vais aussi vous donner le nom, même si vous n'en aurez pas besoin d'ici là, d'un étudiant, d'un ancien étudiant de l'UTC, il y a longtemps, qui nous accompagne dans cette affaire et qui s'appelle Simon.Lincel, Lincel, @gmail.com. Je crois qu'il a la même adresse, @iri.fr également. Il y a Simon, puis il y a un autre étudiant, je vous donnerai ses coordonnées également la prochaine fois, qui s'appelle Paul-Émile Geoffroy, qui nous accompagnera également, surtout pour quand vous aurez commencé à transférer des notes sur la plateforme Ligne de Temps, il vous aidera pour l'utilisation du protocole dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais le protocole, je vais en reparler lundi, donc ne vous inquiétez pas, je vous apporterai beaucoup plus d'informations. Quant à la prise en main technique de cette plateforme, qui n'est pas très compliquée, mais quand même, Simon Lincel s'en sert très bien, il vous donnera des éléments, mais il y a également un ingénieur qui fait la hotline de ce logiciel, qui est aussi un ancien de l'UTC, qui d'ailleurs a fait cette UV, qui s'appelle Julien, et je vous donnerai également ses coordonnées lundi prochain. Voilà, donc vous serez aidé par 3 personnes, normalement vous ne devriez pas avoir de difficultés. Le lundi d'après, j'aimerais bien que des étudiants se proposent pour... Ah, apparemment, je manque un film. Ah oui, merci. Merci bien. Deux autres films qui sont l'un, L'Éclipse, qui est un film d'Antonioni, qui est un très très grand metteur en scène comme Fellini italien. C'est un film avec Alain Delon et Monica Vitti. Quelqu'un connaît Antonioni ici? Non? Alors, vous êtes cinéphile? Qui est cinéphile ici? Il y en a plusieurs qui m'ont dit être cinéphiles. Donc vous allez devenir de vrais cinéphiles. Donc Antonioni, parce qu'Antonioni c'est comme Fellini d'ailleurs, c'est la base du cinéma. Ça c'est un film donc qui est assez, c'est une série parce qu'il a fait 3 films qui se suivent avec Monica Vitti qui est une sorte de comédienne, je ne vais pas dire culte parce que c'est pas le mot qui convient, mais enfin disons légendaire, voilà, du cinéma italien qu'on appelle néo-réaliste d'abord et ensuite moderniste. Des années 1960. Et puis il y aura également ce film-là d'Alain Resnais, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, avec Gérard Depardieu. Vous connaissez ça? Bon, pourquoi? Oui. Voilà, donc j'aimerais que les étudiants fassent des TD sur ces 2 films-là, pour le lundi en 8, pas lundi prochain, mais le lundi d'après. Qui est-ce que ça intéresse? René, hop, pareil, vous m'envoyez vos coordonnées. Et ça, Antonioni. Pas de candidat? Oui, merci, très bien. Même chose, si vous pouvez me donner vos noms sur une petite feuille de papier. Et ça, alors, je vous précise. Je vous précise que on fera 2 TD le lundi en 8, à la fois Antonioni et Alain Resnais. Pourquoi? Parce qu'ensuite je serai absent pendant 3 semaines, et même pendant 4 semaines, je crois. Parce que je pars aux États-Unis, mais après je vais en Asie, et donc voilà, je vais être très absent. Et comme je vous l'ai dit, je fais mes cours à partir des TD. Donc pour que je puisse continuer à faire mes cours depuis là où je serai, il faut que vous ayez fait ces 2... Enfin, que les TD de ces 2 films aient déjà été faits pour que je puisse m'appuyer dessus pour pouvoir continuer mon cours pendant ces 4 semaines-là. Qui nous conduiront d'ailleurs presque aux vacances de novembre. Là. Vous savez quand est-ce qu'elles sont, les vacances de tout ça, cette année? Non? Pardon? D'accord, merci. Merci bien. Alors, à partir de... Alors, peut-être un peu, je ne sais plus exactement, mais
crois que j'aurai quand même un cours en octobre entre les États-Unis et la Corée. Je crois que je serai là autour du 15 octobre, un truc comme ça. On aura aussi 2 autres films. Un d'Elia Kazan qui s'appelle Un tramway nommé Désir, qui est un film très très célèbre. C'est là où on a découvert Marlon Brando comme un véritable génie du théâtre d'ailleurs, parce qu'au départ il fait du théâtre, Marlon Brando. C'est un film formidable, assez difficile, que souvent, je dois vous le dire, les étudiants regardent un peu légèrement, disons un peu en surface. C'est un film dans lequel il faut descendre, il y a des profondeurs dans ce film-là. Et puis ensuite, il y a un film d'Alfred Hitchcock qui fait partie d'une série télévisuelle, qui est la série que vous connaissez sûrement, Alfred Hitchcock présente, et c'est le film qui s'appelle, c'est lui, non c'est pas lui, c'est le film qui s'appelle Prise au piège. Voilà. Donc ça serait bien là aussi que les étudiants les prennent, comme ça vous aurez le temps de les regarder, et puis moi j'aurais pas besoin de vous les... Enfin, je peux vous les donner lundi prochain si vous n'avez pas... on se revoit lundi. Donc, si personne ne se décide. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elia Kazan? Ok. Hitchcock. Voilà, on va s'arrêter là. Merci pour votre attention. Bon courage pour tout ça. Et à lundi, 16h30, je crois que c'est dans cette salle.